Donc aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est de comprendre comment on peut mieux communiquer avec ses clients et surtout ses prospects dans l'objectif, in fine, de bien communiquer avec eux, mais surtout de pouvoir les fidéliser. Pour ceux qui ont déjà pu faire des ateliers, c'est possible qu'on vous ait parlé de ce qu'on appelle, nous, la chaîne de valeur. Donc, c'est grosso modo tous les passages que vous allez vivre avec vous et le touriste dans le cadre de votre activité de professionnelle du tourisme. Donc, par exemple, vous allez mettre en place des choses pour le faire venir, typiquement avoir un site internet, avoir un module de réservation pour lui faire vivre des choses, le touriste, quand il est sur place. Je pense par exemple aux attractions, vous allez mettre en place un parcours de visite qui est des fois un peu plus gamifié, avec voilà, quelque chose qui vont l'aider pédagogiquement à mieux comprendre, par exemple, l'entièreté d'un parcours de visite d'un musée. Il y a bien sûr faire revenir, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donner envie aux autres de venir, c'est un peu lié au faire revenir aussi, puisque quand on a des clients, on peut en faire des ambassadeurs. Et puis, dernier point, on gère et on pilote son activité au quotidien avec des actions que le client ne voit pas, le touriste ne voit pas, mais qui lui apportent soit une meilleure expérience, soit vous facilite la vie sur certains points. Donc nous, on a mis en place du coup cet atelier et ce webinaire autour de la communication et la fidélisation des clients parce qu'on s'est rendu compte que l'une des problématiques la plus importante, c'était la partie faire revenir. J'entends souvent cette fausse vérité qui est maintenant tout le monde a un gîte ou maintenant l'offre touristique s'est vachement développée et je vois pas pourquoi un client reviendrait alors que il peut aller ailleurs. Voilà, donc je vais quand même vous montrer déjà ce qu'on peut faire pour le faire venir et ensuite le faire revenir en tout cas ou en faire un ambassadeur. Voilà. Et si vous avez, dans le cadre de Mon Bagage Numérique, fait aussi les diagnostics sur le site Mon Bagage Numérique, vous avez la possibilité de faire un autodiagnostic de votre maturité digitale. En fait, on a un questionnaire sur chacun des chaînons. Et du coup, ça vous donne la possibilité de voir où vous vous situez. Et dans le cadre également de ces diagnostics, la note la plus faible pour tous les professionnels du tourisme, ça soit des offices du tourisme, des hébergements, des attractions, c'est toujours sur le faire revenir que ça pêche. Voilà. Donc, bon, dans le cadre, on va dire, du développement du digital pour le secteur du tourisme, il y a vraiment des choses à... Enfin, ce pourquoi on fait ce webinaire, c'est vraiment que le digital maintenant ne peut plus se substituer à votre activité au quotidien, que ça soit pour être en contact avec le tourisme, mais aussi tout ce que vous mettez en place dans votre activité, même pour des raisons légales. Il n'y a pas longtemps, c'est la facturation électronique qui a été mise en place. Concrètement, ces éléments digitaux, bon, des fois, ça apparaît comme une contrainte ou c'est vraiment nouveau, mais ça permet concrètement d'optimiser votre relation client. Maintenant, tout se passe quand même sur Internet, l'information, les touristes vont la chercher sur Internet, donc on peut plus se substituer au digital. Donc, à être présent sur les réseaux, avoir une communication digitale, ça permet d'optimiser votre relation client. Il faut aussi voir le digital comme un allié. Je ne sais pas si vous avez déjà pu suivre par exemple des ateliers autour de l'IA générative avec ChatGPT, Claude ou autre. On voit vraiment que sur certains aspects, le digital peut vraiment aussi vous faire gagner du temps et vous aider à aller au plus près de votre client. Et le digital, là on le verra aussi avec ce que je vais pouvoir vous présenter, mais ça permet aussi de se démarquer de la concurrence, d'être différenciant. Donc voilà, il y a pas mal de choses à, on va dire, sortir et à optimiser grâce au digital. Et donc, c'est dans ce cadre-là que moi, j'estime que, enfin, et on estime, nous, Mon Bagage Numérique, que vraiment le digital, ça doit être vraiment pouvoir vous aider à améliorer votre communication auprès de vos clients et surtout vos prospects et, dans le meilleur des cas, les fidéliser. Les enjeux de la fidélisation, ils sont assez importants. Pourquoi? Déjà, il faut savoir que ça coûte moins cher de faire revenir un client qui est déjà venu que de le faire venir pour la première fois. Et des fois, sur certaines économies, par exemple, certains sujets, par exemple, économies autour de la licence informatique, c'est même 5 fois moins cher de faire revenir un client déjà venu qu'un nouveau. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi financier de vouloir fidéliser sa clientèle. Comme je vous disais, un client fidèle, ça peut aussi devenir un ambassadeur. Je sais que des choses que vous faites en général, si j'ai des hébergements là
sur ce webinaire. C'est quand ils sont venus à votre gîte, des fois vous leur donnez une carte avec vos coordonnées. Ils vont peut-être pas l'utiliser pour eux-mêmes, mais ils vont peut-être l'envoyer en photo à un de leurs amis ou quelqu'un de leur famille à l'avenir. Donc vraiment se dire que aussi un client qui est venu est un ambassadeur. Savoir aussi qu'on a une certaine base de clients fidèles tous les ans, ça permet aussi d'anticiper son revenu, de savoir que j'ai allez, 5% de ma clientèle qui revient d'année en année. Bah, c'est déjà 5% de chiffre d'affaires assuré. Potentiellement, on peut, vu qu'on a une connaissance avec, pouvoir à l'avenir leur vendre peut-être une prestation plus chère avec un séjour plus long ou une meilleure chambre si vous avez différents types de chambres. Et ça permet aussi de pouvoir anticiper certaines réservations. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez des clients qui reviennent d'année en année à une certaine période, bon, bah, pas attendre que ce soit eux qui fassent la réservation, mais les contacter en amont, surtout si vous voyez que vous commencez à être rempli sur cette période. Et évidemment, plus ça on le verra, mais plus on connaît ses clients fidèles, plus on connaît la typologie et les différentes typologies de clientèle que vous avez, et mieux vous pouvez ajuster votre offre ou même cibler des campagnes, par exemple, payantes. Voilà. Donc, ce qu'on va voir ensemble là, donc je vois qu'il est déjà 11h15, c'est à la fois comment je récupère des infos des clients, que ce soit des clients qui sont sur place ou des prospects qui visitent votre site, comment centraliser les informations, comment analyser les informations que vous avez récupérées de vos clients. Ensuite, communiquer avec les préférences de vos clients et enfin mettre en place des actions de fidélisation. Donc c'est vraiment là, on va faire étape par étape le parcours de que ça soit un client qui soit chez vous ou quelqu'un qui soit jamais venu et qui visite juste votre site, comment on fait pour aller jusqu'à la fidélisation. On va aller sur le premier point qui est récupérer des informations sur vos clients prospects. Donc, une des premières choses que vous pouvez faire pour les clients qui sont sur place, c'est donc de manière différente, c'est d'avoir potentiellement un formulaire à flasher avec un QR code dans votre structure. Donc, concrètement, la première option, c'est d'avoir un QR code où vous allez créer un formulaire avec, par exemple, Google Form, Typeform, Drag and Service, des outils gratuits. Avec par exemple quelques questions sur votre gîte ou quelques questions sur votre attraction. Donc les questions, par exemple, si je prends l'exemple d'un gîte, vous êtes principalement des hébergements aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on a fait la rénovation de notre gîte, combien de temps ça a pris, à votre avis, depuis quand cette ferme ou ce gîte est dans notre famille. Donc quelques questions, un peu de gamification pour en apprendre plus sur le lieu. Et in fine, l'objectif, c'est de pouvoir avoir quelques questions à la fin qui concernent le client lui-même. Ça peut être qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes un client d'une typologie famille? Ou est-ce que vous êtes un groupe d'amis? Est-ce que vous êtes des retraités, des sportifs? Ce qui va vous permettre à l'avenir de savoir quelles sont vos typologies de clients qui viennent chez vous. Et l'une des phrases, enfin des questions à poser, c'est surtout est-ce que vous seriez d'accord de me laisser votre email pour que potentiellement on puisse vous recontacter à l'avenir. Donc ça, c'est vraiment pour des clients qui sont sur place un moyen de leur faire remplir un certain nombre d'informations et de récupérer leurs coordonnées et d'en apprendre plus sur le type de clients qui sont. Par exemple, même comment ils vous ont connu, est-ce que c'est du bouche à oreille, est-ce que vous m'avez connu sur Internet? Et un des éléments que j'ai aussi entendu, pour ça maintenant je le dis, la deuxième possibilité, c'est d'avoir une fiche de renseignement. Parce que, alors je sais que c'est quelque chose qui est obligatoire, mais tout le monde ne fait pas. Mais grosso modo, c'est un temps, je sais qu'il y a des personnes qui font remplir cette fiche de renseignement, qui est un formulaire papier. En plus des questions légales, en fait, ils rajoutent des questions complémentaires pour en apprendre plus sur le client et pour mieux comprendre qui ils sont. Et donc, après, on le verra, ils concatenent toute cette information et ça leur permet d'avoir une vision plus claire de leurs différentes typologies de clientèle. Donc voilà, ça, je pense que c'est un bon moyen quand le client est déjà sur place, il est déjà un peu acquis d'avoir des informations, on va dire autrement. Et après, bon, bien sûr, vous pouvez tout simplement avoir une discussion avec et avoir ces informations en tête. Mais quoi qu'il arrive, il faudra un moment que ces informations, vous les mettiez à un endroit centralisé qu'on verra dans la deuxième étape. En plus de récupérer l'information quand le client est déjà sur place, il est possible que vous ayez aussi des clients qui
soit des prospects. Et dans ce cadre-là, on verra la deuxième étape qui passe plutôt par des choses sur le site internet. Je vous fais un petit point RGPD avant, parce que souvent ça revient, qu'est-ce que concrètement on doit faire quand on récupère les coordonnées de quelqu'un, en particulier son email, pour ensuite, on va dire, lui envoyer des newsletters ou juste avoir son accord pour lui envoyer un email. Le plus important sur la question de l'ARGPD, donc enfin le RGPD, parce que c'est le règlement général de protection des données, c'est de recevoir un consentement explicite. D'où le fait, par exemple, dans votre formulaire, d'avoir une case à cocher, oui ou non, oui je consens, non je consens pas. Je vous ai mis, et vous aurez le support, hein, l'exemple de phrase que vous pouvez mettre qui est j'accepte de recevoir des offres promotionnelles ou des actualités de, et vous mettez le nom de votre structure par email. Je veux me désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription dans chaque email. Ça, j'en parlerai, mais si vous avez un outil de newsletter, ce qui est franchement pas toujours très intéressant pour un hébergement. Mais par contre, vous pouvez juste avoir un, un renvoi vers un message un email que vous avez sur lequel une personne peut dire voilà, je souhaite me désinscrire. Et à partir du moment où elle vous envoie un email, bah, vous la sortez de votre listing de diffusion. Voilà. Le deuxième point autour de la RGPD, c'est de conserver la preuve de consentement. Et en général, quand vous faites un formulaire, un questionnaire par exemple, vous avez toujours la possibilité d'avoir en fait la date et l'heure à laquelle la personne a consenti. Donc en fait, à partir du moment où vous passez par un formulaire pour demander de récupérer des données, c'est beaucoup plus simple parce que c'est conservé dans les outils que je vous ai montrés tout à l'heure qui sont soit Drag and Survey ou par exemple Google Forms. Logiquement, vous êtes censé garder le contact 3 ans à compter du dernier contact actif. Donc, en fait, à partir du moment où la personne vous a donné son consentement, au bout de 3 ans, vous n'êtes plus censé le contacter. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, il se peut que des fois, vous receviez des mails d'entreprises qui vous disent bah, ça fait autant de temps que vous avez été inactif. Si vous ne vous reconnectez pas comment on appelle ça, à votre compte sur notre site, ben, vous serez sorti de nos listings. Voilà, donc c'est vraiment à partir de 3 ans, si vous vous rendez compte que ces personnes ne reprennent pas, voilà, sont totalement inactives, vous n'êtes plus censé leur envoyer de message. Vous pouvez quand même leur envoyer un dernier message pour leur dire, voilà, on va vous sortir de notre base de données parce que ça fait 3 ans que vous n'avez pas de contact avec vous. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que vous voulez continuer à recevoir nos newsletters? Et 4, qui est hyper important, c'est avoir une option de désinscription. Alors, si vous faites de la newsletter, je pense que c'est pas très utile pour des hébergements. Vous avez des outils de désinscription classiques qui sont proposés par les outils qui permettent de créer des newsletters, on le verra après. Voilà, c'est automatique. Après, vous, en tant qu'hébergement, pour la plupart, si vous faites juste du mailing un peu personnalisé, juste à la fin de votre email, vous pouvez dire, bah, si vous souhaitez, voilà, vous ne plus recevoir d'email, répondez à ce message pour que je vous sorte des personnes que je contacte par email. Mais en tout cas, il faut quoi qu'il arrive qu'il y ait une option de désinscription, entre guillemets, que ça soit un outil de désinscription intégré à un outil de newsletter, ou alors juste au moins un email avec une petite phrase à la fin de votre message. Donc ça, c'était vraiment pour, on va dire, les clients qui sont déjà sur place. Pour ceux qui ne sont pas sur place, qui sont des prospects qui arrivent sur votre site, il y a une autre possibilité de récupérer leurs données, donc principalement leur email. C'est de créer un pop-up directement sur votre site. Donc pour ça, il y a plein d'extensions qui sont disponibles sur WordPress et sur Wix, par exemple. Toutefois, moi, je peux vous proposer un outil qui est totalement gratuit. C'est de repasser par un système de formulaire, mais en fait d'intégrer ce formulaire directement dans votre page de site internet. Et donc là, je vais vous le montrer en temps réel. J'ai fait un test directement, donc je vais vous montrer. Donc moi, j'utilise très souvent Drag and Survey. Et là, aujourd'hui, j'ai créé, donc pour vous montrer, juste une petite question où quelqu'un pourrait laisser son email. Alors là, c'est dans le cadre de ma vision professionnelle dans mon cabinet de formation. Mais globalement, moi, sur notre site internet professionnel, on a des articles et si quelqu'un souhaite être contacté, en fait, il a un petit espace avec la possibilité de laisser son email avec la phrase suivante: envie de mieux comprendre nos expertises, laissez-nous votre email pour en savoir plus. Et nous, après, on le recontacte. Donc, c'est vraiment un prospect.
Vous, ça peut être besoin de plus d'informations, laissez-vous nous recontacter ou autre. Donc ça, vous mettez la phrase que vous voulez. Sachez que vous utilisez Dragon Survey ou même Google Form, qui est l'outil pour créer des formulaires par Google, donc également gratuit. Vous avez toujours la possibilité ici de diffuser via un code, ce qu'on appelle un code HTML. Et donc en fait ici, donc vous allez pouvoir récupérer ce bout de code là. Et quand vous allez aller sur votre site, vous avez toujours la possibilité en fait d'ajouter un élément HTML. Même si vous avez un site Eloa ou autre, vous avez la possibilité d'ajouter un bout de code que vous allez pouvoir ajouter dans votre texte. Et quand vous ajouterez du coup ce nouvel élément dans votre texte, vous allez pouvoir juste copier-coller votre bout de code que vous avez récupéré de Dragon Survey ou de Google Form et vous allez pouvoir intégrer tout simplement en faisant un copier-coller le lien de votre Dragon Survey ou de votre Google Form pour que les personnes qui souhaitent laisser leur email puissent le faire hyper simplement. Et là, c'est gratuit et on sort des extensions un peu plus complexes qu'on peut trouver sur WordPress ou Wix. Et surtout, c'est possible, quel que soit on va dire le type de, comment on pourrait appeler ça, le type de site internet que vous avez. Voilà. Donc, une des possibilités sur votre site, soit des extensions, soit le fameux formulaire avec le lien et le code HTML qui est récupérable. Si vous utilisez d'autres types de formulaires encore que ceux que je vous ai proposés, sachez que vous pouvez aussi demander tout simplement à ChatGPT ou Claude de vous faire le petit bout de code pour justement que vous puissiez l'intégrer à votre site. Pareil, en fait, le bout de code iframe là que je vous montrais, il va vous le générer aussi en quelques clics. Voilà. Une autre possibilité de capturer des leads, alors ça je pense que c'est plus quelque chose qui peut être fait soit de manière temporaire pour des hébergements ou qui peut être je pense utile pour des attractions, c'est d'avoir ce qu'on appelle une roue 100% gagnante, c'est-à-dire que vous avez un QR code sur place et les personnes soit gagnent des goodies ou vont gagner un pourcentage de réduction s'ils reviennent dans ce restaurant ou ou dans cette attraction. Et en contrepartie, par contre, ils doivent laisser leur email pour aussi recevoir la récompense et pouvoir la présenter à l'accueil pour récupérer le goodies ou pour pouvoir récupérer le bout de le code promo pour pouvoir ensuite revenir en ayant la promotion. Et donc ça, les outils de prédilection que je conseille, c'est Doka ou KDO, qui proposent tous les deux des systèmes de roues, donc 100% gagnantes. Alors à savoir que là, pour le coup, c'est des outils qui sont payants par rapport à ceux que je vous ai présentés avant, mais qui peuvent être intéressants à tester une fois ou deux de temps en temps par an, voilà, pour voir si ça a de l'intérêt. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Vous pouvez à la fois récupérer l'email et sachez que vous avez aussi la possibilité de récupérer des avis clients, mais c'est peut-être moins intéressant pour vous si vous récupérez déjà des avis clients quand les clients viennent chez vous après être venus lors d'un hébergement, par exemple, ou de quelques nuits. Et le dernier outil pour récupérer des infos, c'est l'outil Linktree. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un nouvel outil qui est pareil, beaucoup d'options gratuites et qui est assez intéressante, qui vous permet en fait de centraliser sur une même page différents liens intéressants pour vous. Et donc, entre guillemets, pouvoir centraliser soit vos différentes offres, soit de centraliser des choses en fonction de votre clientèle. Et donc là, je vous le montre également en outil. Je vous montre celle de Visite Wallonia, par exemple. Donc, vous avez un QR code. Alors, eux, ils ont une option payante parce que vous avez une petite vidéo derrière. Et vous voyez, là, vous avez différents liens pour justement différents liens pour renvoyer vers des pages précises de votre site internet ou des éléments complémentaires. Donc, par exemple, si vous êtes un hébergement, vous pouvez renvoyer vers la réservation et vous pouvez avoir, par exemple, vous voyez ici, là, il y a musée en famille. Donc ça sera vraiment, par exemple, un lien que vous pouvez dédier à une clientèle plutôt famille. Mais par exemple, si vous avez aussi une clientèle de sportifs, ici, avoir les 1600 itinéraires de promenade. Donc, si vous avez des pages sur votre site qui parlent de ce qu'il y a à faire autour de chez vous, ça peut être intéressant pour les différentes typologies de clientèle que vous avez, de voir qu'on s'intéresse à eux, que ce soit des familles, des amis, des sportifs, d'avoir vraiment un lien qui renvoie vers ce qu'il y a à faire autour de chez vous et de les aider à se projeter dans un séjour chez vous au final.
Et un des points qui est intéressant ici, c'est que vous avez aussi du coup un lien sur cette page Vitolonia pour vous abonner au Bon Plan, qui est leur newsletter. Donc pareil, si vous avez la volonté de récupérer des emails, vous pouvez aussi mettre un lien directement vers votre formulaire, que l'un des formulaires que je vous ai proposé tout à l'heure. Voilà. Sur cette partie récupérer les données, donc soit un formulaire sur place, soit via le site internet, vous avez la possibilité d'avoir la roue gagnante ou un outil Linktree que vous pouvez mettre à la fois en QR code dans votre structure pour en faire juste un outil, on va dire, comme un catalogue de ce qu'il y a à faire autour de chez vous, avec la possibilité de récupérer via la newsletter, de s'abonner à la newsletter, ou alors de le mettre sur votre bio Instagram ou Facebook. On va passer à la deuxième étape qui est celle de centraliser les informations. Elle va être un peu plus rapide. Grosso modo, il y a deux manières pour vous de centraliser l'information, soit via une base de données. Donc ça, je vous enverrai un exemple à la suite du webinaire. En plus du support, j'en ai créé une qui est celle que vous voyez là à votre gauche. C'est vraiment juste avoir un Excel et que vous soyez sur Eloa, mais aussi un peu sur Booking, sur Airbnb. Quoi qu'il arrive, dès que vous avez un nouveau client, vous l'ajoutez à cette base de données pour voilà, remplir les différentes informations qui vous seront utiles ensuite pour, on va dire, ressortir des informations pertinentes de votre clientèle. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir des bases de données qui sont cette fois-ci payantes. Par exemple, il y a Eloa. Mais le sujet, quand on a Eloa et qu'on est aussi des fois présent sur Booking et Airbnb, c'est qu'on n'a pas les informations de nos clients sur Booking et sur Airbnb, d'où l'importance de les récupérer sur place quand ils sont dans votre structure, parce que Booking et Airbnb les bloquent. Donc, ce que moi, je vous conseille, c'est en fait, si vous avez Eloa, d'extraire vos informations, votre base de données dans Eloa et de le rebasculer ici dans le Excel pour ensuite avoir vraiment le détail de tous ceux qui viennent de Eloa et de rajouter aussi vos autres clients de Airbnb, de Booking. Ça, c'est vraiment pour centraliser l'info. Et les informations qui peuvent être intéressantes du coup à récolter, tout à l'heure je vous parlais beaucoup de l'email, mais il peut y en avoir d'autres. Par exemple, il y a la géographie du client. Est-ce que c'est un client, un touriste qui est local, donc qui vit dans la région, dans la province? Est-ce que c'est un flamand et du coup c'est plus au niveau national ou est-ce que c'est international? Vous pouvez même préciser le pays pour vous dire, bah voilà, par exemple à l'année, j'ai 50% de Belges, j'ai 30% de Français et j'ai 20% d'Allemands, par exemple, ou de germanophones, enfin, pardon, de Hollandais. Vous pouvez préciser la date du premier séjour, la date du dernier séjour, ça vous permet aussi de savoir depuis quand ils viennent, le nombre total de séjours qu'ils ont pu effectuer, l'origine du client, donc comment ils vous ont découvert, est-ce que c'est via d'abord Booking Airbnb, est-ce que c'est votre site web, est-ce que c'est le bouche à oreille? Et la typologie de clientèle, ça je vous en ai beaucoup parlé, mais est-ce que c'est un couple, groupe de famille, groupe d'amis, tourisme d'affaires, pensionné, sportif? On verra, mais ça permettra de mieux communiquer avec eux. Si vous les connaissez bien, si vous connaissez bien vos différents types de clientèle, il y a peut-être des choses que vous pouvez améliorer dans votre communication sur les réseaux et sur votre site internet. Et bien sûr, le dernier, c'est le consentement marketing, s'ils ont pu le donner. Alors des fois, vous n'allez pas le récupérer, malheureusement, surtout si vous n'avez pas un questionnaire en formulaire sur place chez vous ou le fameux document de fiche de renseignement. Mais voilà, après, vous pouvez toujours renvoyer un message derrière en les remerciant d'être venus et de leur envoyer le lien vers l'abonnement à la newsletter. Ça, c'est la deuxième partie qui était un peu plus simple sur juste centraliser. Voilà, le fait d'avoir Excel et que vous ayez Eloa, Booking Airbnb et essayer de se dire chaque nouveau client que j'ai, je crée une nouvelle ligne avec les différentes informations que vous voyez là. Parce que voilà, moi, ça me permet à l'année après, pouvoir justement les analyser, qui est la troisième étape de ce webinaire. Tout à l'heure, du coup, je vous parlais des différents voilà, indicateurs qu'on peut récupérer sur cette base de données que vous pouvez faire au fur et à mesure. Concrètement, à quoi ça sert?
quand vous avez cet Excel-là, vous pouvez tout à fait le mettre à disposition, par exemple sur ChatGPT. Je continue sur la partie donc Excel. Quand vous voulez l'analyser, vous pouvez vraiment mettre votre Excel directement dans, par exemple, Claude ou dans ChatGPT. Et je vais vous montrer un exemple aussi, toujours dans le but que vous voyez comment ça fonctionne. Par exemple, j'avais fait le test dans Claude de mettre le fameux Excel que je vais vous envoyer après en test. Donc ici, donc on voit par exemple que j'ai mis donc les informations du Excel. Donc bien sûr avec les informations qui ne sont pas, enfin qui peuvent être anonymisées. Hein, je mets pas les coordonnées. Et grâce du coup à Claude, je vais pouvoir récupérer vraiment une analyse qui me sera faite. Avec par exemple mon nombre de séjours, mes canaux d'acquisition, est-ce que c'est plutôt Airbnb, Booking, la typologie des clients, est-ce que c'est plutôt des couples, des amis? Et je vais même avoir des informations un peu plus, on va dire, intéressantes qui sont, bah, moi, ma clientèle type, par exemple, c'est les couples wallons. Donc, mon objectif, ça va être, par exemple, de créer une fiche ou une page sur mon site qui sera dédiée aux couples et spécifiquement ce qu'ils peuvent faire en tant que couple. En tant que couple wallon, par exemple, si ce sont des locaux, de leur faire découvrir, par exemple, des promenades qui sont plutôt confidentielles, leur faire découvrir une expérience d'un restaurant plus sympa ou autre. Donc voilà sur cette partie, on va dire analyse, que vous pouvez vous faire directement avec ChatGPT ou Claude. Concrètement, qu'est-ce que ça va vous permettre d'avoir comme information? Par exemple, si vous avez enfin les indicateurs que vous pouvez suivre, c'est par exemple votre taux de fidélisation. Si vous voyez qu'il y avait justement des clients qui reviennent, si vous voyez par exemple vous avez de plus en plus de clients qui font 2 séjours. Ça va aussi, le fait de suivre par exemple l'origine des clients, ça va vous permettre de comprendre comment ils découvrent votre gîte. Et par exemple, si on se rend compte que vous avez une grosse clientèle qui vient directement par exemple, du bouche à oreille ou de campagnes payantes que vous pouvez faire, ben, alors là, c'est de se dire, OK, je mets encore plus d'efforts sur cette partie-là. Le fait que vous allez, par exemple, récupérer la date à laquelle les clients viennent va vous permettre aussi de pouvoir mieux comprendre la saisonnalité des réservations et d'anticiper soit les périodes creuses, soit les périodes fortes. Et donc, du coup, de faire soit des promotions en conséquence dans les périodes creuses ou alors dans les périodes fortes, par exemple, augmenter vos prix parce que vous savez que c'est une période qui est un peu plus forte et quoi qu'il arrive, vous arriverez à remplir voilà, vos nuitées. Et enfin, la géographie des clients, bah, ça c'était ce dont je vous parlais aussi avec la diversité des langues bah, en Belgique, mais aussi dans les pays limitrophes, de se dire, bah, voilà, si j'ai des clients qui parlent à la fois anglais, français et néerlandophone, bah, j'ai quoi qu'il arrive mon site dans les 3 langues parce que je sais que je peux pas me substituer par exemple à une clientèle néerlandophone qui est par exemple 20% de ma clientèle. Je vous montre là un exemple de tableau de bord, mais concrètement, maintenant, avec ce que vous pouvez faire avec Claude ou ChatGPT, voilà, vous pouvez le faire par vous-même ou alors juste prendre des screens de ce que vous auront envoyé les IA. Mais voilà, sachez que ça peut être bien aussi d'année en année de redemander de faire les mêmes analyses pour voir comment évoluent justement vos taux de fidélisation, si vos clientèles principales ne bougent pas, est-ce que c'est toujours les couples en top 1 ou si ça passe aux familles. Par rapport à ça, il y aura des choses à peut-être mettre en place que je vous proposerai juste après. Concrètement, le fait du coup de sortir ces analyses, ça va vous, comme je vous le disais, vous permettre de mettre en place soit des actions marketing ou de communication. Par exemple, si vous voyez que votre taux de fidélisation augmente, évidemment, il faudra peut-être penser à mettre en place un programme de fidélisation, soit avec des promotions ou alors avec, par exemple, des cadeaux au bout de 1 ou 2 ou 3 nuitées, ou justement de proposer un cadeau si quelqu'un a parrainé l'un de ses amis pour qu'il vienne chez vous. L'origine du client, donc je le disais, c'est potentiellement si vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de clients qui passent par votre site internet pour vous trouver, ce qui est vraiment génial, parce qu'en général, c'est plus via Booking Airbnb dans les premiers temps, c'est d'essayer d'encore mieux travailler le référencement de son site internet et même d'envisager des campagnes qui sont payantes pour essayer vraiment voilà, de toucher ces clients en priorité. Ensuite, vous avez donc la géographie du client, ça je vous le disais, c'est traduire votre site en fonction des langues de vos clients principaux.
Sur les autres, je vous en ai parlé, mais saisonnalité de réservation, si vous voyez que vous avez des périodes creuses ou des périodes plus fortes, soit augmenter les prix, soit faire des codes promotion. Et enfin là, dans votre Excel, si vous le suivez, si vous voyez que par exemple, vous avez des clients qui ne sont pas revenus depuis un an, on peut considérer que c'est des clients qui sont du coup inactifs et qui vont pas forcément revenir sans, on va dire, avoir une petite carotte. Ça peut être justement de leur envoyer un email et de leur dire, voilà, ça fait un an que vous êtes venus, nous, on vous propose de revenir en vous proposant soit une bouteille ou un petit cadeau à l'arrivée, ou alors un code promotionnel. On vous propose, je sais pas, 10-15% après avoir aussi avec vos réalités financières et à quel point vous pouvez, on va dire, faire baisser vos marges. Mais voilà, c'est toujours un moyen de faire revenir ou de relancer ces clients inactifs. Quand on a vu cette partie, donc du coup, centralisation, analyse, on se rend compte du coup dans l'analyse que voilà, il y a des éléments qui ressortent qu'on peut faire, des actions concrètes avec traduire son site, faire peut-être un travail sur le référencement de son site, relancer des clients qui sont pas venus. On va aussi pouvoir vraiment mieux travailler la manière de communiquer avec ses clients ou avec des prospects à qui on a juste l'email, mais voilà, qui sont déjà potentiellement intéressés. Alors, ça, je vous en parle, mais je pense que en tant qu'hébergement, je vous conseille moins de le faire. C'est plutôt peut-être pour des attractions ou pour des organismes touristiques. C'est d'avoir du coup une newsletter qui soit adaptée potentiellement à chaque typologie de client ou alors qui soit une newsletter générale que vous pouvez envoyer 1, 2, 3 fois par an maximum. Je sais qu'il y a des hébergements qui, la plupart du temps, font que des emails personnalisés, mais qui vont quand même 1 fois par an ou 2 fois par an avant la haute saison et au moment de la période creuse, renvoyer un email à tous leurs clients pour reparler soit des activités qu'il y a à faire autour de chez eux, soit d'une actualité qu'il y a dans votre structure. Ça peut être un grand événement, ça peut être les 10 ans du lancement du gîte ou autre, et de proposer justement un code promotionnel à cette période-là. Mais voilà, pour les hébergements qui utilisent la newsletter, c'est vraiment 1 à 2 fois par an maximum. Sinon, c'est vraiment de l'email de relance classique, ça peut aussi se faire même sur WhatsApp. Sur la newsletter, donc les outils que je vous propose, il y a des versions gratuites, évidemment, vous pouvez aussi utiliser une version payante. C'est Mailchimp ou Brevo, c'est les plus connus. Voilà, il n'y a pas trop de débat sur ce point. N'hésitez pas aussi à faire des tests préalables auprès de certains clients que vous connaissez plus pour leur dire, bah, voilà, je vais vous envoyer un email, dites-moi ce que vous en pensez, ou même de le faire relire à des proches. Vraiment, une newsletter, ça doit être quelque chose qui doit être rapide à lire, vraiment des phrases courtes. Donc, une bonne pratique, c'est de le faire relire à quelqu'un à voix haute. Quelqu'un de la famille, un conjoint, un enfant. Et si vous vous rendez compte qu'à voix haute, il bute sur des mots, c'est que déjà que la newsletter est trop longue. Ou en tout cas que les phrases sont trop complexes. Donc voilà, vraiment la newsletter, c'est maximum 1 minute, 2 minutes de lecture, vraiment. Voilà, surtout des images. Avec Mailchimp et Brevo, c'est assez simple à mettre en place. Si vous voulez être plus classique comme franchement 99% des gens, vous pouvez juste faire des emails personnalisés à certains moments. Quand vous avez des informations vraiment intéressantes à dire, par exemple partager l'actualité de la structure, si vous lancez un nouveau service. Je sais qu'il y a aussi maintenant le souhait des anniversaires. Si vous êtes vraiment si vous avez vraiment pu discuter un peu plus avec vos clients, ça peut être, par exemple, si vous avez leur anniversaire de mariage, puisque souvent les personnes viennent pour des événements. Donc, s'ils sont là le week-end de l'anniversaire de mariage, ben, vous pouvez toujours les relancer à ce moment-là. Ou relancer à certains temps sans nouvelle réservation, si ça fait 6 mois ou un an qu'ils ne sont pas venus, ou si ça fait 2 ans, ou alors pour relancer à partir d'une période creuse. Je vous conseille d'utiliser donc Mail Tester. C'est un site internet qui vous permet de mesurer le niveau d'indésirabilité de votre email. Je pense que vous avez déjà dû vous en rendre compte si vous avez fait des tests à envoyer des emails. Des fois, il y a des emails qui tombent directement dans les spams. Cet outil-là vous permet justement de dire à quel point votre email a de chances de tomber dans les spams ou pas. Et donc, du coup, ça vous permet de le retravailler avec les recommandations qu'ils vont vous donner pour justement pouvoir être sûr qu'il tombe le moins dans les spams possible et que l'effort que vous faites avec des emails personnalisés
aille jusqu'à leur but, on va dire, jusqu'aux clients, aux touristes. Autre information, si vous voulez éviter de tomber dans les spams, essayez d'avoir la signature d'email la plus simple possible, dans l'idéal que du texte. Évitez des photos lourdes ou beaucoup de liens, parce que rapidement ça peut alourdir en fait l'email et donner l'impression que concrètement, enfin donner l'impression aux ordinateurs qui analysent votre email avant de le faire apparaître sur la boîte mail de votre client ou de votre touriste, voilà, lui dire que vous êtes pas, vous êtes un mail simple et du coup qui peut sans problème le montrer qu'il n'est pas suspect. Le deuxième, c'est d'avoir une adresse personnalisée. Je vois beaucoup de personnes qui ont une adresse info arrobase et le nom de votre gîte ou de votre structure. Alors en fait, le fait d'avoir info ou réservation ou autre, c'est pareil, une possibilité en plus de pouvoir tomber dans les spams. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir, si possible, votre nom en début de votre adresse email. Parce que c'est toujours mieux d'être un prénom, ça personnalise en fait l'email et les outils qui décident si vous tombez dans les spams ou pas ont moins de chances de faire tomber quelqu'un dans les spams, un email dans les spams quand il commence par un prénom que quand il commence par information par exemple. 3, si vous faites des emails que via votre adresse personnelle pour relancer des clients de temps en temps, il ne faut pas trop envoyer d'emails en même temps. Donc, dans l'idéal, il faut envoyer maximum 10 emails par jour et individuels. C'est-à-dire que de mettre 100 clients dans le même mail en copie, ça, c'est vraiment le pire pour vraiment tomber dans les spams. Je vous conseille vraiment d'envoyer une dizaine d'emails, même si c'est 10 fois le même mail avec juste le nom qui change de la personne. C'est mieux de faire 10 emails individuels et 10 emails par jour, maximum. Un autre point qui peut être intéressant et que maintenant les spams, enfin les outils pour décider si votre email part dans les spams ou pas, analysent, c'est les mots trop accrocheurs. Typiquement, que ça soit dans l'objet du mail ou dans les textes. Donc, surtout dans l'objet du mail, n'écrivez pas promotion, super remise, ce genre de mots, ça vous fait direct tomber dans les spams parce que c'est vu comme justement quelque chose comme du commercial agressif. Donc voilà, préférez plutôt des objets d'email le plus simple possible et des textes où vous allez, oui, en effet, parler de remise, de promotion, mais vous n'allez pas mettre 5 fois le mot dans le même texte parce que ça risque de vous faire tomber dans les spams sinon. Et pareil, surtout dans le cadre d'un email, évitez si possible, de mettre des images. Vous pouvez mettre du texte, maintenant vous pouvez mettre aussi des emojis. C'est moins lourd que des images. Et plus l'email en fait est léger, moins il a de chance de tomber dans les spams. Voilà. Évidemment, un autre moyen de communiquer auprès de vos clients, c'est de passer par les réseaux sociaux si vous le pouvez. Alors, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, que ça prend du temps. Une des bonnes pratiques, évidemment, c'est de continuer à publier régulièrement. Parce que si des clients sont venus chez vous et qui se sont abonnés, même si vous leur renvoyez pas d'email, ils auront toujours des actualités de votre structure grâce aux réseaux sociaux. Une bonne pratique à faire que certains font, c'est de l'idéal. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste une proposition. Des fois, c'est de suivre certains clients avec qui vous êtes vraiment bien entendu. Et surtout, en fait, de commenter ou de publier des posts en lien avec votre activité touristique. Par exemple, de suivre l'Office du tourisme près de chez vous pour republier également ce qui se passe. Ça vous permet, en fait, quand vous faites ce genre d'action sur les réseaux sociaux, d'ouvrir votre audience et d'être vu par d'autres personnes et que d'autres personnes découvrent votre contenu. Et j'en parlais précédemment, mais par exemple d'effectuer des campagnes payantes pour toucher une clientèle spécifique. Si vous vous rendez compte que vous commencez à avoir une clientèle, par exemple, qui adore le vélo ou qui est passionnée de sport, vous pouvez faire une campagne payante avec Meta Business Suite. On a des ateliers d'ailleurs sur ça si vous voulez ou si vous savez en faire. Mais dans le cas d'une communication payante, en fait, vous pouvez choisir différents moyens et différents critères pour en fait toucher une clientèle spécifique. Et donc, par exemple, vous pourriez toucher des personnes qui adorent le vélo ou adorent la randonnée. Et du coup, via une campagne payante, leur montrer votre structure. Et donc, les toucher de manière différente. Bon, là, c'est une campagne payante, il faut prévoir un petit budget. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être faisable une ou deux fois dans l'année. Et vous n'êtes pas obligé de mettre des gros budgets aussi. Vous pouvez mettre
3, 5, 10 euros par jour pendant voilà, une semaine et tester, voir comment ça fonctionne. N'hésitez pas, en particulier pour des prospects, donc des personnes qui ne sont pas déjà venues chez vous, d'aussi, penser à tous les partenariats des acteurs locaux. Donc, ça peut être les maisons du tourisme, les offices du tourisme, ça peut être, les attractions près de chez vous, ça peut être les restaurants près de chez vous, que eux aussi vous citent sur leur site internet ou que vous fassiez, voilà des partenariats, via des réseaux sociaux et cetera. Je sais que, par exemple, il y a des hébergements qui font des formules avec, des restaurants. Et du coup, en fait, ils ont un package avec le restaurant le soir plus la nuit d'hôtel et enfin la nuit d'hébergement. Et ça permet du coup l'un comme l'autre de faire de la communication sur ce package et d'améliorer votre communication. Et ou sinon, auprès des organismes touristiques type office, vous pouvez toujours leur proposer, si eux ont une newsletter, si vous avez une actualité à proposer, de leur en parler. Peut-être que eux, ça leur donnera du contenu aussi à ajouter à leur newsletter à eux. Même si vous n'en avez pas, ça sert toujours. Euh, En tout cas, que ce soit par email, sur votre page de site internet ou via les réseaux sociaux, quoi qu'il arrive, on se rend compte qu'il faut quand même adapter voilà, sa communication. Dans l'idéal, si vous avez 3-4 clientèles euh, qui représentent 90% de votre chiffre d'affaires, il faudrait qu'il y ait une page sur votre site qui soit dédiée à chacune de ces clientèles pour justement leur permettre de s'y retrouver. Si vous avez par exemple une clientèle aussi de basse saison, que vous essayez de toucher une clientèle de basse saison, n'hésitez pas du coup à parler du fait sur votre site par exemple que vous avez des offres spécifiques pendant la période de basse saison. Et n'hésitez pas dans ces cas-là, sur ce type de page-là, à communiquer autour de la déconnexion, de la détente, plutôt des week-ends un peu qui permettent de décrocher du travail. Donc c'est pas la même chose que les termes qu'on peut employer par exemple pour parler de l'été, où là, bah, voilà, en général, l'été qui est la période de prédilection pour partir en vacances. Si vous avez une clientèle d'affaires ou si vous souhaitez toucher une clientèle d'affaires, là, vous avez besoin d'une page ou au moins d'un endroit sur votre site où vous parlez des équipements que vous avez. Par exemple, le fait que vous avez une bonne connexion Wi-Fi, que vous avez un bureau qui est disponible avec une chaise confortable, qu'il n'y a pas de problème pour vous que la personne puisse avoir des réunions dans sa chambre, ce genre de choses. Et aussi promouvoir le fait que, par exemple, vous pouvez proposer des forfaits sur plusieurs nuitées. Si vous savez que vous avez un professionnel du secteur dans le tourisme d'affaires qui vient 4-5 fois dans les prochains mois, bah, tout de suite, vous attendez pas qu'il aille ailleurs. Vous lui dites, bah, si vous avez besoin de plusieurs nuits, moi je vous propose un forfait, on s'arrange, vous me dites combien de nuits vous avez besoin et on se met d'accord sur un tarif. Pour toucher tout ce qui est couple, groupe d'amis, famille, donc n'hésitez pas du coup là plutôt à communiquer sur les centres d'intérêt et commodités du lieu. Par exemple surtout pour les familles avec tout ce qui va être le fait d'avoir un siège bébé ou je sais pas un chauffe-biberon, enfin expliquer que vous avez déjà un certain matériel et que les personnes n'aient pas à déménager leur maison alors qu'ils ont un nouveau-né. Communiquer autour de la saisonnalité puisque forcément il y a des périodes avec les vacances d'été et surtout les périodes avec les vacances tout au long de l'année des périodes scolaires. Donc ça, faites attention. Et faites attention aussi si vous avez des clientèles de différents lieux, parce que les vacances sont pas les mêmes entre la Wallonie et la Flandre, ou la France, ou voilà, les autres pays limitrophes. Donc faites attention à ça. Et n'hésitez pas à présenter le fait que vous avez des offres promotionnelles pour les week-ends prolongés, des tarifs dégressifs pour plusieurs jours ou des départs tardifs. Alors, départ tardif, c'est le fait que, par exemple, le dimanche, vous acceptez que la personne parte à 16 ou 17 heures. Et pour les week-ends prolongés, c'est de deux manières. Si vous avez une clientèle plutôt trentenaire, vous pouvez leur proposer de venir dès le jeudi soir et de faire jeudi soir, vendredi, samedi, et qui reste 3 nuits et qu'en fait le vendredi, ça soit un pré-week-end qui soit en télétravail chez vous, mais qui soit déjà sur le lieu de votre établissement. Et pour plutôt, on va dire, type grands-parents, leur proposer la nuit du vendredi, samedi et du dimanche et que eux partent tranquillement le lundi matin parce que de toute façon ils sont pensionnés et ils peuvent se permettre de partir un peu plus tard début de semaine. Voilà. Et dernier point, si vous avez des groupes et que vous avez des gîtes à forte capacité, de communiquer sur le prix par personne. Ça aide aussi pas mal que les gens se rendent compte, parce que des fois, on a des gros chiffres. Forcément, quand il y a des gîtes de 15 personnes, bah, on tape vite à des réservations à 4 chiffres. Des fois, ça peut faire peur de voir ces chiffres-là. Le fait de communiquer le prix par personne sur votre site, ça peut être aussi pas mal.
toute cette communication, il y a évidemment des choses que vous pouvez mettre en place en termes d'actions de fidélisation. Mais concrètement, vous ne pouvez pas mettre en place ces actions de fidélisation si vous n'avez pas fait tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire avoir leur email, analyser quand même vos clientèles les plus importantes, mettre en place de la communication ou adapter votre communication sur votre site pour justement pouvoir les toucher et qu'ils réservent au moins une fois chez vous. Toutefois, s'ils sont déjà venus chez vous, une action de base à faire pour tous vos clients après avoir récupéré leur email, c'est évidemment de leur envoyer un email soit automatique, soit personnalisé pour les remercier après la visite, soit leur proposer de s'abonner à vos réseaux sociaux ou à votre newsletter, et ensuite de répondre aux avis qu'ils ont pu laisser par exemple sur votre fiche Google. Voilà. Des actions vraiment, on va dire, plus importantes sur des actions de fidélisation. Alors, je vous en ai donné un peu tout au long du webinaire, mais concrètement, avoir un système de fidélisation avec des paliers, que ça soit des remises, des cadeaux. Je sais que, par exemple, j'ai des gîtes qui proposent à partir de 3 fois venue, quoi qu'il arrive, la personne elle a toujours 10% quand elle revient. Quoi qu'il arrive, et qu'elle revienne 20 fois, 30 fois. Donc ça, c'est hyper important. Proposer des promotions en général, ça peut être vous n'êtes pas vu depuis X mois. À partir de voilà, X visites, vous bénéficiez d'un pourcentage de remise. Lors de la période creuse, vous êtes déjà venu chez vous, on vous propose une remise. Voilà, tous ces genres de choses, tout ce que j'ai pu citer avant. Et alors là, c'est pas vraiment de la fidélisation, mais je sais qu'il y a des personnes, alors vous pouvez le faire via Eloi, qui, lorsqu'elles ont commencé à faire la réservation sans aller jusqu'au bout, ont la possibilité de paramétrer ce qu'on appelle un abandon de panier et de renvoyer un email en disant vous avez essayé de vous réserver, vous n'avez pas été jusqu'au bout. Nous, on vous propose dès maintenant 10% de remise si vous hésitiez à réserver chez nous. Et dernier point, et donc ça c'est ce dont je vous parlais aussi également au tout début, c'est d'avoir un système de parrainage. Pareil, si vous avez Eloi, je sais qu'il est possible de mettre en place un système de promotion ou un code promo. Après, c'est quelque chose, même sans avoir Eloi, vous pouvez juste le dire, voilà, on s'arrange entre nous et je vous fais un prix. Mais c'est d'avoir soit un pourcentage de remise, soit vraiment des euros de remise pour toute personne ayant utilisé un code de parrainage. Donc, par exemple, un client part de chez vous, vous lui envoyez un message pour lui dire bah, merci d'être venu, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Sachez que si vous souhaitez revenir, nous, on vous propose un code de promotion. Et encore mieux, si il y a quelqu'un qui vient de votre part et qui utilise le code de promotion que je vous donne, et ben là, sans problème, vous pouvez, cette personne pourra bénéficier d'une remise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le parrainage, quand vous proposez du coup une remise, c'est vraiment des deux côtés. C'est-à-dire que la personne qui va être parrainée va recevoir une remise et vous aussi, vous redonnez un code de parrainage à la personne qui a fait l'effort de parler de vous. Ou hein, si elle veut revenir, elle a aussi un code promotionnel. Voilà. Je vous parle rapidement du Pass Visit Wallonia, qui est aussi un autre outil qui permet de justement voilà, d'être vu via l'application du coup mobile Visit Wallonia, qui est utilisée par des touristes qui vont en Wallonie. Je vous ai mis ici toutes les coordonnées si vous souhaitez une explication de ce que c'est. Grosso modo, c'est une application que peuvent utiliser des touristes qui viennent en Wallonie pour avoir en fait des informations sur la Wallonie. Et vous, gratuitement, vous pouvez apparaître sur l'application en proposant justement des remises également sur une offre que vous proposez ou par exemple 2 nuits avec une nuit un peu moins chère ou alors un tarif dégressif, que ça soit sur du restaurant, de l'attraction ou autre. Voilà sur cette partie fidélisation. On arrive à la fin, je vois qu'il est 57, donc ça va, je suis dans les temps. Donc, ce qu'on a vu, donc, pour vous récapituler là sur cette heure-là, on a vu donc comment récupérer les données avec soit des formulaires sur place ou des formulaires sur votre site internet, des roues gagnantes ou même une page Linktree. Centraliser l'information avec, par exemple, un Excel ou alors vous avez peut-être votre propre outil déjà.
Mais en tout cas, de faire attention aux indicateurs que vous souhaitez récupérer de vos clients et de faire en sorte que vous les récupériez à un moment donné, que ça soit par un formulaire ou à l'oral. Par exemple, le fait de dire, bah voilà, je veux savoir d'où il vient, donc de quelle ville il vient, si c'est un international ou si c'est un Belge, de comment il m'a connu, parce que ça peut m'aider à moi développer ma communication par la suite. D'analyser ces informations. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir une base de données qui soit la plus clean et la plus nettoyée possible pour qu'ensuite vous puissiez la donner à ChatGPT ou Claude en donnant que les informations, on va dire, indicateurs, hein, pas toutes les coordonnées qui sont pas du tout à mettre dans un outil d'IA pour que lui vous ressorte directement les bonnes statistiques et les bonnes infos à avoir en fonction des analyses que vous avez pu faire d'informations que vous avez, de communiquer, soit en mettant votre site en certaines langues, en créant des pages spécifiques pour certaines clientèles et en communiquant avec eux avec, par exemple, des emailing, des fois de la newsletter, si vous avez le courage d'en faire une ou deux par an, ou alors de voir comment vous pouvez communiquer auprès d'autres partenaires pour que justement pas des clients cette fois-ci, mais des prospects puissent vous connaître. Et ensuite, sur toute la partie action de fidélisation, grosso modo, c'est des clients qui sont déjà venus ou des clients qui viennent via du parrainage, via des codes promotionnels et des relances que vous allez pouvoir leur faire. Ou alors, tout simplement, un espèce de petit palier de fidélisation en fonction du nombre de fois où ils reviennent.